Hello à tous, en juin on continue les nouvelles émissions, c'est comme ça. Bref, comme pour la dernière fois, nous sommes partis pour voir 10 comics qui sortent en français en ce mois de juin. Mais alors, je précise encore une fois, ce n'est pas un top, c'est juste 10 bonnes sorties que j'ai envie de mettre en avant, parce que c'est cool de mettre des choses en avant, et qu'on en fait 10, parce qu'en fait mon chat m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Parce que pendant que certains sont bloqués sur le dernier Spider-Man Spider-Verse, Miguel est mon nouveau héros. nous, on continue à vivre dans des pages en 2D remplies de bulles. Vous savez, pour autant que j'aime beaucoup le Punisher, eh bien je conseille pas souvent des histoires du pupu. Car il est souvent difficile de trouver des nouvelles choses à faire avec le personnage et qui tournent souvent en rond. En tuant plein de criminels au passage, certes, mais ça reste très circulaire un peu comme narration et comme façon de faire. Alors quand Jason Aaron se ramène avec une idée follement originale, je vais regarder. Forcément. Même si ça paraît étrange au premier abord, car ça l'est. Ici, Frank Castle travaille main dans la main avec la main. Oui, les méchants ninjas chelous qui savent ressusciter les gens. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont appâté Frankinou, en ressuscitant sa femme, mais aussi avec la possibilité de faire de même avec ses enfants, si plus si affinité. Ah, et aussi, chose plutôt importante, qu'en gros, la main ne frappe que des gens que le Punisher a choisi. Il va être assez clair là-dessus. Bah oui, c'est que ça permet d'aller plus vite dans la seule chose qui importe, la mission. En tout cas, c'était l'impression première, mais là, dans ce tome 2, il y a un peu plus de tension entre Frank et la main. Bref, on a essayé de lui filer une première dose gratuite de pouvoir, mais pour le garder, la main va essayer de le faire payer un peu plus. Mais bon, on va voir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut plier un peu la mission pour la remplir plus vite? Et si oui, jusqu'où peut-on la plier avant que ça craque? Bref, c'est un peu les questions que semble se poser en fait dans ce run, que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi pas mal de choses autour de l'héritage, de ce pourquoi on fait les choses, de la divinité aussi, de l'aura qu'ont donné en fait ses actions au personnage du Punisher. Bref, c'est trop bien, les dessins de Jeju Sai sont saisissants et le scénario de Jason Aaron est beaucoup mieux ficelé que certains de ses autres travaux dernièrement. Franchement, je vous le recommande. Je suis récemment tombé très amoureux de ce run. Parce que moi j'ai déjà fini de le lire. Ce récit sur la Justice League est un bon classique bien connu des lecteurs Panini des années 2000, puisque c'est à cette époque que ce récit a été publié pour la première fois par chez nous. Il s'agit d'un récit alternatif, un Elseworld, un autre monde si on traduit, où l'on se demande ce qui se serait passé si un clown n'avait pas crevé un des pneus de la voiture du couple Kent un certain jour où ils étaient destinés à trouver un certain bébé Superman. Du coup, nous passons à environ 20-25 ans plus tard, où nous avons une Justice League et une communauté de super-héros où Superman n'existe pas. Créé par Alan Davis et Mark Farmer, on a là un récit qui pousse son concept pas forcément jusqu'à son paroxysme, mais assez loin tout de même, puisque ce premier récit a même une suite. Un autre clou est également présent dans ce tome Urban. Nominée à un Eisner Award, la mini-série est assez sympathique et c'est une très bonne chose que de la voir à nouveau sous nos latitudes facilement. Cette nouvelle version est toujours disponible avec la traduction de Jérémy Manès de l'époque, et vous y retrouverez de très grands concepts comme Lex Luthor, maire de Metropolis, la guerre entre les corps des Green Lantern et des Néo-Dieux, une confrontation assez tragique entre Batman et le Joker, et même une sorte de trahison d'un membre influent des super-héros. Bref, c'est une bonne histoire de super-héros qui ne révolutionne rien, certes, mais qui a de très bons moments bien marquants. Un récit que j'adore sur notre sorcier suprême à la Cap Psy classe est contenu dans ce recueil, et donne même son nom d'ailleurs au recueil.
Il s'agit de Triomphe et Tourment, qui était le 49e récit de la série Marvel Graphic Novel, qui étaient des récits autocontenus plus soignés que la moyenne des récits. Sorti originellement en 1989, ce récit de Roger Stern nous montre en fait le docteur Fatalis, un souverain tyrannique de la Latverie, essayer comme chaque année de faire un rituel afin d'affronter les forces du mal, et notamment Mephisto, pour tenter de sauver l'âme de sa mère. Bref, jusqu'ici, ces tentatives se sont révélées bien vaines, sauf que cette année, il s'est assuré l'aide du bon Docteur Strange pour l'aider dans cette tâche. Pour quel résultat ? Vous le saurez en lisant le titre, avec les magnifiques dessins de Mike Mignola, le papa d'Hellboy. Bref, rien que pour ce récit, je vous aurais recommandé le titre, mais il y a aussi les 13 premiers épisodes de la série du Bon Docteur de la fin des années 80, dont 9 numéros sont encore inédits en France, ce qui, pour Marvel, n'est pas chose si fréquente. Bref, c'est vraiment une bonne occasion pour en fait aller arpenter les vastes recoins des dimensions mystiques en compagnie d'un sorcier expérimenté. Toi aussi, tu cherches des sorciers expérimentés dans ta région? Alors envoie sorcier au 8 12 13. Sorcier au 8 12 13. Bon, on a des interférences apparemment. Le jeune, tu connais Scott Pilgrim? Viens donc découvrir la suite avec... Non. Seagulls est certes l'œuvre de l'auteur de Scott Pilgrim, Brian Lee O'Malley, après le succès de Scott Pilgrim, mais ce n'est en aucun cas une suite, même spirituelle. Et il faut un peu tordre le cou à cette idée, je trouve. Parce que c'est le même auteur, oui, on retrouve un peu le même style graphique, mais encore une fois, c'est le même auteur, il va pas changer son style de dessiner d'un coup, parce que faut pas déconner, ça raconte pas du tout la même chose. Non, parce que dans Seagulls, on y parle de Cathy Clay, une chef cuisinière de 29 ans qui a monté un restaurant à succès nommé Seagulls, et qui aimerait ouvrir un deuxième resto. Un second Seagulls, quoi. Seulement tout se barre en sbeul dans sa vie, soucis sentimentaux, les travaux n'avancent pas, il y a des accidents au resto... Mais tout pourrait changer avec la découverte d'une mystérieuse jeune fille et d'un champignon qui permettrait d'avoir une seconde chance. C'est une magnifique œuvre de Brian Lee O'Malley, qui figure d'ailleurs dans mon top des œuvres de la décennie précédente, et je ne peux que vous conseiller d'aller le lire. Do a Powerbomb, on en avait déjà parlé lors du bilan de l'année 2022 et on avait déjà beaucoup aimé. Do a Powerbomb est la dernière œuvre de Daniel Warren Johnson, et ça parle de catch. Même si j'ai jamais été particulièrement fan de ce sport, c'est pas non plus quelque chose qui me rebute, et c'est quelque chose sur lequel je suis toujours un petit peu curieux. Parce que quand on voit la folie visuelle et l'énergie de ce titre, qui est scénarisé et dessiné par le même homme, Warren Johnson, on ne peut être qu'attiré en fait. Surtout quand son collègue régulier, Mike Spicer, s'occupe également des couleurs, parce qu'elle claque bien aussi celle-là. On y suit Lona Steelrose, une catcheuse débutante qui souhaiterait faire la même carrière dans ce sport que sa défunte mère. Malheureusement expulsée de la compétition, elle est invitée par une sorte de nécromancien. Oui, je sais, c'est un mélange chelou, mais c'est un mélange chelou, il y a des cocktails qui devraient pas faire de sens à la base et qui sont super bons quand même, voilà, c'est comme ça. Bref, le nécromancien l'invite à participer à un tournoi un peu secret, avec une récompense extraordinaire à la clé. Et c'est super à lire, il y a un sens du découpage, voilà, de l'action qui va dans tous les sens, ça virevolte dans les pages, c'est généreux dans tout ce que ça a à offrir, bref, c'est vraiment trop bien, et ça s'est révélé être une vraie claque. Et c'est sans doute pour ça que la couverture française ressemble à ceci. Bon, trêve de blague, c'est un titre extrêmement énergique dans son dessin, avec des gros aplats noirs montrant l'impact et la force, bref, ici on aime bien, et on vous le conseille. Bon, je l'ai déjà dit ailleurs, je l'ai même déjà dit plusieurs fois, mais j'adore cette version de Superman que l'on a actuellement. Les derniers tomes ont été une grande fresque épique où l'homme d'acier a été prisonnier du Warworld, une planète mouvante dirigée d'une main de fer par Mongul. Ou en tout cas par un Mongul, ces derniers se filant le nom à chaque génération. Ici, l'action se repose un petit peu, la grande fresque épique s'est achevée, Superman revient sur Terre, apprend ce qu'a fait son fils en son absence, tout cela, bon. Mais ça signifie pas pour autant qu'on n'aura pas d'action, car, Lex Luthor manipule dans l'ombre. Philip Kennedy Johnson est pour moi le type qui écrit le mieux Superman depuis bien longtemps.
J'adore sa version qui sait utiliser les différentes facettes du personnage à chaque occasion et sait lui donner des défis qui permet d'utiliser les différentes facettes, que ce soit sa force et son courage, mais aussi son empathie ou sa dévotion. Alors certes, Urban profite aussi de ce tome pour conclure la série centrée sur John, le fils de Superman. On est ici sur un tome respiration avant de repartir normalement dans une série bien épique. Et les meilleures histoires sont, à mon sens, celles qui réussissent non seulement les moments d'action, mais également ces moments de respiration parfois très salvateurs. Et à mon sens, c'est le cas ici. Et oui, partons il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Certes, on reste sur le lointain, mais quand même un peu moins longtemps que là où on va d'habitude. Car oui, cette série, renommée L'Héritage, est en fait une série des années 2000 qui se nommait à la base Legacy, et qui nous présentait à l'époque le futur de l'univers Star Wars. À l'époque, parce que Disney a dit on annule tout et on refait les mêmes erreurs que cet univers étendu à ses débuts. Bref, c'est pas le sujet. Ici, on est 130 ans environ après qu'un certain Luke Skywalker ait fait confiance à la Force et détruit l'étoile noire. Et nous allons suivre le petit-fils de ce même Luke, Cade Skywalker, un type sensible à la Force, mais qui veut absolument pas entendre parler de ces conneries. Alors, grand-papy fantôme de Force, arrête de me harceler, s'il te plaît, je veux être un contrebandier, moi. En plus, les Sith sont revenus en force, en la personne de Dark Krayt, mais Cade, il en a rien à foutre, il veut juste faire un braquage. Bref, c'est une série que j'aime beaucoup, même si son perso est un poil antipathique par moment, parce que c'était une série qui faisait des choses un peu nouvelles avec Star Wars, et c'est pour ça que j'aimais énormément cette période de l'univers étendu, que ce soit en roman ou en comics. En plus, le duo d'auteurs, John Ostrander et Ian Duursema, sont en fait des vétérans de cet univers et ont écrit certaines des meilleures sagas, même en dehors de la série Legacy dont on parle. En fait, en général, quand vous voyez ces deux auteurs, vous pouvez foncer, ce sera du bon. Et tant qu'on est dans le space opéra, je ne peux que vous parler... Je ne peux bien sûr que vous parler de ce superbe podcast de GG Comics en 3 parties, basé sur la science-fiction, et dans la deuxième partie, qui va bientôt sortir, sera centrée sur le space opéra. Qu'est-ce que c'est bien? Et... mais saleté d'interférence! Non, je ne peux que vous parler d'Annihilation, un event Marvel des années 2000 qu'il est trop bien en fait. Dans la dernière émission, je vous parlais de la refonte des Gardiens de la Galaxie. Eh bien, c'est cet event qui a un peu tout lancé. Ici, l'univers entier est en danger, puisque le seigneur Annihilus, qui réside normalement dans la zone négative, a réussi à en sortir, et il détruit petit à petit l'univers avec son armada connu sous le nom de Vague d'Annihilation. C'est un nom très feng shui. Pensez à des sauterelles cosmiques qui dévorent des galaxies entières. Bref, tous les poids lourds cosmiques se réunissent face à ça, et on ne voit pratiquement aucun de ces héros terriens qui se prennent pour des stars. Bref, on a ici plusieurs séries qui forment un récit continu centré sur Thanos, Drax, le surfeur d'argent, Nova, et même des personnages moins connus, en tout cas du grand public, comme le Super Skrull, et c'est un petit plaisir épique à suivre en fait. Voilà, si vous avez envie d'une grande saga, c'est ça. Ah, et tant qu'on parle d'épique, laissez-moi vous parler du roi des monstres, Godzilla. D'habitude, quand on parle d'histoire de kaiju, vous savez, ces gros monstres qui détruisent tout dans leur sillage, on est habitué à la casse qui se déroule dans notre environnement. Sauf que là, non. Le scénariste Cullen Bunn fait le pari de situer son action dans un futur post-apocalyptique bien orchestré par Godzilla un peu lui-même. En fait, dans ce futur peu enviable, les humains se regroupaient en petites tribus peu avancées qui traitent même les kaiju comme des divinités, pour certains. Seulement quelques humains vont découvrir les restes d'un monstre qui est en train de se régénérer et se rendre compte qu'en reformant ce monstre, Biolante, on pourrait peut-être bien rendre son aspect normal au monde. Bon, seulement Godzilla, lui, il est bien pépouze avec les humains sans trop de technologie pour trop le faire chier, et il n'entend pas trop de cette oreille. Et alors, je vous parle pas des réactions d'autres monstres, comme Mothra ou encore Destoria, qui vont se rajouter à la fête, parce que plus on est de fous, plus on va tout péter. Non, parce qu'on va être totalement franc, on n'est pas là tout à fait pour le scénario.
Même si Cullen Bunn y a mis un peu plus de choses que le minimum syndical, avec les sectes adorant les kaiju par exemple, ou l'idée que c'est la réaction de l'humanité qui a fait de Godzilla un monstre, c'est quelques petites touches intéressantes, mais qui ne sont que ça, quelques touches au final. Mais les dessins de Dave Watcher sont vraiment cool, avec une couleur rouge brillante qui se ramène quand c'est l'heure de l'action. Et oui, je l'avoue, j'aime bien Godzilla. Ce dont souffre en fait la série, c'est peut-être d'être trop courte. Il s'agit d'une mini-série en 5 numéros, car on a beaucoup de kaiju mélangés en finalement peu de pages, et des idées supra cool qui sont peu développées au final. Mais en tant que fan de Godzilla, j'aime beaucoup. Mais sans ce côté fan, vous aurez juste un bon divertissement, mais qui vous laisse peut-être un petit peu sur votre faim. Et vous savez que je parle beaucoup du run actuel de Flash, Flash Infinite, qui est rempli d'intrigues sympas, avec des personnages attachants. Oh, tu veux dire comme ce très bon podcast de Comics Discovery où tu as participé pour parler des portes d'entrée pour commencer à lire Flash ? Non mais j'ai abandonné en fait, j'ai plus la force de me battre contre les parasites. Bref, eh bien cet attachement en fait au titre Flash actuel et à ces personnages qu'on y retrouve prend ses racines dans un run exceptionnel. Et je pèse mes mots, ils sont très lourds. C'est un run exceptionnel de Mark Waid sur Flash qui durera de nombreuses années. Et enfin ce run est publié en français pour mon plus grand plaisir et j'espère pour le vôtre. Je veux dire, le seul vrai souci que j'ai, c'est que je sais pas ce que je vais faire de mes recueils en VO, mais bon, on verra ensuite, c'est un souci mineur finalement. Mark Waid reprend donc un titre compliqué, l'ancien Flash est mort depuis quelques années, son successeur Wally West a du mal à s'imposer et à trouver sa voie. Bref, c'est mal parti, mais voilà. L'auteur va commencer à s'inspirer finalement de sa propre vie et humaniser le personnage de fort belle façon, pour ensuite le moderniser, le faire évoluer et lui rajouter toute une galerie de personnages. Et à la fin de ce run, il y a de fortes chances pour que ce personnage fasse partie de vos personnages préférés. C'est à ce point. Alors certes, dans ce premier tome, vous verrez au début le passage du scénariste précédent, Mosner Love. Et c'est pas le meilleur passage, c'est sûr, mais le format Chronicle oblige, on y retrouve une année complète, avec le pire comme le meilleur. Parce que dès la page 110, on a le mythique Born to Run de Mark Waid, qui reprend le côté sidekick du personnage, qui a commencé comme cela en tant que Kid Flash, et qui va l'humaniser en fait d'une très belle façon. Les dessins de Greg Larroque sont... moi je les adore, et parviennent à faire coexister le bizarre des années 60 avec le moderne des années 90 de fort belle façon. Car oui, dans ces années 90 où les œuvres étaient sans doute beaucoup trop sérieuses pour leur propre bien, un peu sur le bord du gouffre parfois, edgy, pourrait-on dire, il y avait cette oasis qui a su construire sans détruire, et je ne saurais que vous la recommander finalement cette oasis, entre longs arcs et histoires plus courtes qui font vivre et évoluer de nombreux personnages au fil de ces pages. Voilà, c'était la fin donc de ces 10 conseils de titres qui sortent en VF. Je n'ai malheureusement pas pu regarder ce coup-ci des numéros 1 en VO, voilà, ce sera selon les arrivages, voilà. De ce que j'ai vu, il n'y avait pas grand-chose qui m'avait intéressé, et j'ai pas eu le temps de lire tous les numéros 1 non plus, voilà. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. Je vous ai aussi demandé sur les réseaux sociaux, en fait, ce qui vous intéressait plus comme, en fait, moment de sortie, et la majorité des réponses qui m'ont été faites a été au début du mois, sans doute pour vous conseiller justement pendant le mois. C'est quelque chose que je peux me permettre justement parce que je lis depuis plutôt longtemps en VO, et donc du coup j'ai un peu une longueur d'avance sur pas mal de titres, et les quelques titres qui pourraient être intéressants que j'ai pas encore lus, eh bien j'ai potentiellement le temps de les rattraper avant justement de finir la sélection. Pour tout vous dire, là je suis en train de faire ma sélection de juillet et d'août, et le but c'est petit à petit d'arriver justement à faire en sorte que ça sorte du coup peut-être plus au début du mois qu'à la fin. Voilà, si jamais c'est ça qui vous botte le plus. Moi je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien et salut! Alors voilà, ces temps-ci j'utilise les génériques de fin en fait tout simplement pour répondre à quelques questions que vous me posez, et en voici une qu'on m'a posée. J'ai grandi avec les éditions Lug, Reddit, Artima et autres, avec des épisodes parfois un peu tronqués mais qui m'ont fait aimer les comics. Faut-il tirer un trait sur ces albums maintenant que tous les épisodes marquants sont réédités dans d'autres versions complètes? Alors, c'est une question extrêmement vaste.
Voilà, je vais sans doute pouvoir seulement faire une ébauche de réponse ici. Mais en fait, non. Je pense que c'est très bien en fait de racheter, si on a les moyens et la place, tout simplement les nouvelles versions parce que justement ça se rapproche de ce qui était voulu. Par contre, ça reste toujours des éditions très intéressantes, ne serait-ce que d'un point de vue historique, d'un point de vue justement de comment la censure a été faite et ce genre de choses. Après se pose la question de est-ce que tu as la place et les moyens d'avoir les deux en même temps? Si c'est non, oui, je te conseillerais plutôt de prendre les nouvelles versions, si tu en as les moyens. Et si tu manques de place, eh bien, pourquoi par exemple ne pas les donner, en fait, à des gens qui tout simplement, n'ont pas les moyens en fait de s'acheter, tout simplement ces intégrales, ces genres de choses qui sont, mine de rien, extrêmement onéreuses, voire pourquoi pas les vendre à très bas prix, dans l'idée, bah, justement de faire, partager peut-être, voilà. Si jamais tu trouves personne pour le faire ou que, tes choses ne trouvent pas preneur, n'essaye pas les bibliothèques, je le sais parce que je suis bibliothécaire, ils vont t'envoyer bouler. On n'a pas pour vocation de faire de la conservation. Par contre, je vois beaucoup en fait de boîtes à livres fleurir un peu partout. Ça peut être une solution de dernier recours. Donc voilà, donc j'espère que ces petites pistes en fait ont pu t'aider. Je pense que pour la lecture, c'est mieux d'avoir les nouvelles versions, mais je pense que les anciennes ne sont pas à jeter pour leur potentiel historique, pour le fait qu'elles peuvent permettre à d'autres personnes de découvrir. Alors bien sûr, va falloir passer un certain petit choc culturel au début, mais je sais que c'est possible parce que bah, moi je l'ai fait. Donc je sais que c'est possible, je sais que c'est pas simple, mais je sais que c'est possible. Et voilà. Voilà. Donc non, les jeter, non. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la réponse te va bien. N'hésitez pas à poser bien sûr d'autres questions en commentaire. Et puis bah, à une prochaine fois. Ah, et regardez les vidéos, et notamment la vidéo d'un de mes collègues qui est mis juste là. Voilà. Salut à tous!